Bonjour à tous. Je vous retrouve pour continuer notre voyage intérieur du personnage vers l'étincelle. Et comme dans tout voyage, on peut rencontrer des obstacles. Et en l'occurrence, dans cette migration de conscience, les principaux obstacles que l'on va rencontrer viennent des mécanismes, des schémas du personnage. Ce sont eux qui nourrissent l'absence de conscience et qui nous ramènent sans cesse au personnage. Rappelons-nous que le personnage est l'étincelle qui a limité sa conscience. Le personnage a donc oublié qu'il est l'étincelle. Il est soumis aux illusions et il prend place dans un monde qui est régi par l'absence de conscience depuis des lustres. Et pour survivre dans ce monde, il a dû développer des mécanismes d'adaptation. Ces mécanismes sont là pour le protéger du monde qui l'entoure, des événements incontrôlables de la vie, pour lui apporter sécurité matérielle et émotionnelle et pour éviter la souffrance d'une manière générale. Ces mécanismes sont une défense du personnage et par définition, s'ils défendent quelque chose, ici l'intégrité du personnage, ça veut dire qu'ils luttent contre autre chose. Ici, la vie. Ils sont utiles, ces mécanismes, mais ils n'existent que parce que le personnage a commencé sa vie dans une forme d'absence de conscience. Et lorsque l'on est amené à revenir à la conscience, à aller au-delà des illusions de ce monde, ces mécanismes deviennent encombrants et ils entravent même l'évolution de conscience. Je vous propose d'aborder ici quelques-uns de ces mécanismes. Ils sont volontairement simplifiés pour mettre à jour l'essence de ces mécanismes, afin de pouvoir les identifier quelles que soient les circonstances ou les éléments déclencheurs. Je vous propose de commencer par un mécanisme qui est bien connu de tous et qui donne pas mal de fil à retordre. C'est le mécanisme de contrôle. Le personnage n'a accès qu'à un champ informationnel volontairement limité. Il y a donc une grande part d'incertitude dans sa vie. Bien souvent, il ne sait pas ce qui peut lui arriver et n'a aucune idée de ce qu'il fait ici, qui il va rencontrer, dans quelles circonstances, ni ce que lui réserve l'instant d'après, et ne parlons même pas de l'avenir. En l'absence de cette information, pour se rassurer, il va se mettre à imaginer, à vouloir, à projeter, à construire sa vie. Il va chercher à remplir ce vide d'informations à sa propre sauce. Il va s'attacher à cette image de la vie qu'il se sera construite et il se sentira en insécurité, voire même attaqué, à chaque fois que la vie lui proposera une expérience différente de ce qu'il a prévu. Pour pallier à cela, pour ne plus se sentir pris en défaut, il va faire en sorte de ne plus être pris au dépourvu par la vie, parce que le personnage ne veut pas être à la merci de la vie. Cela lui fait beaucoup trop peur. Et c'est là l'essence du contrôle. Le contrôle résulte d'une résistance à la vie et d'une absence de confiance, de foi en la vie. Et on ne peut pas franchement le reprocher au personnage, car on lui demande de faire confiance à quelque chose qu'il a complètement oublié, à quelque chose qu'il ne voit pas et qu'il ne connaît même plus. Faire confiance à la vie quand on a oublié qu'on est l'essence même de la vie, c'est contre-intuitif, c'est un sacré saut, et cela peut être vécu comme une mise en danger par le personnage. C'est pour cela que quand on parle du contrôle et que l'on dit il suffit de lâcher prise, la plupart du temps ça ne fonctionne pas. Parce que vouloir à tout prix lâcher prise sur le contrôle revient à lutter contre le contrôle. Or, le contrôle est lui-même une lutte contre la vie. Vous voyez ce que l'on veut dire quand on dit que lutter contre quelque chose renforce ce contre quoi on lutte?
Quand on comprend que le contrôle provient d'une absence de confiance en la vie, on comprend par la même occasion que la solution ne réside pas dans le fait de se forcer à lâcher prise, ni dans le fait de contrôler ses pensées de contrôle, parce que c'est souvent un processus mental, mais c'est dans le fait de cultiver la confiance au quotidien, de s'offrir des espaces d'ouverture à la vie, d'apprendre à se laisser toucher, chambouler par la vie, sans se sentir attaqué ou sans même avoir l'impression de perdre quelque chose. Quand on identifie un mécanisme de contrôle en soi, on cesse de vouloir changer les choses, de lutter contre ce mécanisme en apportant encore plus de contrôle, et on choisit d'apprendre à cultiver la confiance et la conscience. C'est en ouvrant sa conscience que le personnage va pouvoir renouer avec son étincelle, avec la vie. Et en renouant avec, il se sentira de moins en moins dans le besoin de s'en protéger. Et le mécanisme de contrôle deviendra obsolète par lui-même, parce qu'il aura appris à faire confiance. Il y a un mécanisme qui est sous-jacent au contrôle, ainsi qu'à de nombreux autres mécanismes du personnage. Ce sont les histoires intérieures, où on peut même parler de croyances. Qui ne s'est jamais fait un film dans sa tête? Qui ne s'est jamais renoué une scène en se disant « j'aurais pu répondre ça » ? Qui n'a jamais prêté à l'autre des intentions, des pensées et même des sentiments? Qui n'a jamais fait de suppositions sur le comportement d'un tel? Et qui ne s'est jamais imposé des injonctions du type « il faut que, je dois ». Tout ça, ce sont des histoires intérieures qui découlent de croyances. Et souvent, ces histoires que l'on peut se raconter n'ont même pas un fond de vérité. Mais à force de se les raconter, on finit par les croire vraies. Et si en plus ces histoires qu'on se raconte viennent réveiller une émotion, eh bien cela devient une réalité jusqu'à ce qu'on s'identifie à ces histoires. On croit être ces histoires, qu'elles nous ont façonnées d'une certaine manière. Et il arrive même qu'on accorde plus d'importance à notre histoire intérieure qu'à la vérité, surtout si on doit admettre que l'on avait tort et que l'on s'est fait un film. Les histoires intérieures sont la combinaison de pensées et d'émotions qui forment des croyances et nous enferment dans le mental. On ne vit plus l'instant présent puisque l'on est sans cesse dans l'analyse, dans la compréhension, dans le fait de se rejouer la scène encore et encore. C'est un enfermement mental au point que l'on ne sait plus changer de point de vue, ni même admettre un autre possible. C'est pour cela que dans une précédente vidéo sur le mental, je vous parlais de l'importance d'entraîner son mental, de l'utiliser à bon escient, car entraîner son mental en étant curieux, en s'intéressant à des domaines très différents, à des gens et à des manières de vivre très différentes, cela permet d'exercer son discernement et d'exercer sa pensée, d'admettre l'ignorance de notre personnage. Il y a cette phrase de Socrate que j'aime beaucoup. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça demande beaucoup d'humilité de le reconnaître, parce qu'effectivement, la conscience du personnage étant limitée, il ne sait pas grand-chose de la vie, ni de l'univers, ni même de lui-même. Tant que le personnage croit savoir malgré tout, tant qu'il cherche à se sécuriser à travers des histoires, des croyances, il se perdra dans l'illusion de l'ignorance. Et ce n'est qu'en se remettant avec humilité à l'étincelle de vie en lui qu'il pourra sortir de ce schéma intérieur. C'est l'un des plus grands pas sur le chemin de la paix intérieure que de cesser de se raconter des histoires. On découvre alors un espace de silence presque sacré. Contrairement à ce que l'on peut croire, le silence, ce n'est pas le vide. C'est un espace de disponibilité,
dans lequel la conscience peut se dévoiler. Et pour entretenir cet espace, nous avons déjà de nombreux outils à notre disposition. Par exemple, appliquer dans son quotidien les 4 accords Toltec. Autre manière que j'apprécie beaucoup puisque je l'utilise au quotidien, c'est de travailler avec un mala, qui est un rappel de conscience. Même si les mécanismes du personnage sont abordés ici de manière séparée, bien sûr qu'en réalité ils se nourrissent les uns des autres. Par exemple, les histoires intérieures sont corrélées à un besoin de contrôle. Et ensemble, ils vont déclencher des schémas réactionnels, c'est-à-dire une manière de réagir au monde lorsque l'on est stimulé, mis face à un danger. Parmi ces stimuli qui déclenchent une réponse réactionnelle, on retrouve les blessures de l'âme, à savoir le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Je voudrais juste faire une parenthèse ici. On parle habituellement de blessures de l'âme, mais pour moi, on devrait plutôt parler de blessures du personnage, car l'âme, l'étincelle, ne peut pas être blessée. Et c'est plutôt le personnage qui va se raconter une histoire autour d'une blessure. Donc c'est quoi exactement une blessure ? C'est quand le personnage va être confronté à une situation et que son histoire intérieure lui fait croire à un manque d'amour dans cette situation, soit parce qu'un besoin n'a pas été satisfait, ou parce qu'il n'a pas été satisfait comme il aurait aimé qu'il le soit, ou encore pour 1000 autres raisons. Il va prendre cela, ce manque d'amour, pour une blessure. C'est comme si on reniait son être, c'est comme si on lui reniait le droit d'être. Et du coup, il va se raconter une histoire intérieure, et son histoire intérieure lui confirme qu'il est blessé, parce qu'il va ressentir des choses en lien avec cette histoire. Et il va du coup adapter son comportement en fonction. C'est ce qu'on appelle les masques. Autrement dit, les schémas réactionnels. Action, je crois être blessé. Réaction, comment je réagis. Plus la situation et l'histoire intérieure se répètent, plus le personnage est validé dans son histoire et plus il va réagir à cette situation par le même type de comportement. Lise Bourbeau, qui a théorisé les 5 blessures de l'âme, a identifié 5 comportements correspondants, 5 schémas réactionnels. Le fuyant, le dépendant, le masochiste, le contrôlant et le rigide. Il y a déjà eu beaucoup de contenus qui ont été faits et partagés ces dernières années autour des 5 blessures de l'âme. Donc je ne vais pas ici pousser plus en avant. Par contre, si vous avez envie de vous pencher sur ces questions-là, je vous invite toujours à les regarder sous le prisme de la conscience et à voir le personnage qui peut être à l'œuvre à travers les personnes qui en parlent. C'est riche d'enseignements et ça vous permettra d'exercer votre discernement. Et donc voilà comment on se retrouve dans des schémas répétitifs, parce que la même cause, la même croyance que j'ai été blessée, provoquera toujours la même réaction. Elles sont liées. Du coup, comment est-ce qu'on sort de ce schéma répétitif ? À mon sens, chercher à comprendre quel a été l'élément déclencheur initial, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure. Quelle est la situation exacte où je me suis sentie en manque d'amour et donc blessée ? Pour moi, c'est contre-productif. Parce que souvent, cette obstination à vouloir à tout prix comprendre découle du mécanisme du contrôle et donc du personnage. En revanche, ce que j'ai pu expérimenter de vraiment efficace pour moi, c'est d'identifier ces mécanismes en soi et de s'apporter de l'amour à cet instant. Alors, quand je dis ça, généralement on me regarde avec des yeux ronds parce que ça veut dire quoi s'apporter de l'amour ? Parce que c'est quelque chose de tellement simple pour résoudre un problème qui nous paraît tellement compliqué.
La compréhension ne guérira pas un manque d'amour. On ne peut le faire qu'en s'apportant de l'amour et en agissant envers soi comme un parent bienveillant, à l'écoute et présent pour soi. Quand on ne sait pas par où commencer pour s'apporter de l'amour, eh bien demandez-vous comment est-ce que je montre à mes enfants, à mon conjoint, à mes parents, aux êtres que j'aime, comment est-ce que je leur montre que je les aime? Je vais les écouter, je vais prendre soin d'eux, je vais être présent pour eux. Donc il s'agit de faire la même chose pour soi. C'est vraiment aussi simple que cela. Pour terminer, je vais vous parler d'un autre schéma réactionnel qui découle de nos histoires intérieures et parfois aussi des blessures que l'on vient de voir. C'est ce fameux triangle de Karpman. Ce triangle décrit des postures, le plus souvent inconscientes bien sûr, que l'on prend au quotidien, notamment dans nos relations. Ce sont les rôles victime, bourreau, sauveur. Ces rôles, nous les endossons dans notre relation à l'autre, mais aussi dans notre relation à nous-mêmes. On peut avoir tendance à se positionner en tant que victime, c'est-à-dire à se déresponsabiliser de sa vie et attendre qu'un sauveur vienne résoudre mes problèmes. En tant que sauveur, je peux croire que je sais mieux que cette personne-là. Je sais mieux ce qui est bon pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'écoute pas? Pourtant, je lui ai dit. Et en tant que bourreau, ça peut être le fait de nier l'existence d'une autre histoire pour une autre personne. Et en nous-mêmes, eh bien, en me laissant contrôler par des mécanismes inconscients, je refuse de prendre la responsabilité de ma vie. Et je reste donc dans un rôle de victime. Seul un sauveur extérieur peut mettre fin à ma souffrance, soit en m'aidant à guérir, soit en m'apportant l'amour dont j'ai tant manqué. Et pour autant, en étant soumis à ces mécanismes inconscients, je me blesse parce que je joue un jeu et en jouant ce jeu, je trahis qui je suis et je deviens mon propre bourreau. Et s'affranchir, se libérer de ces différents mécanismes est aussi simple que de reconnaître ce qui se passe en soi. Reconnaître ce qui se passe en soi, ça veut dire mettre en lumière ce qui était inconscient, quelque chose de presque mécanique. C'est plus fort que moi. Et mettre en lumière, ça veut dire le voir, en prendre conscience. Une fois que l'on reconnaît ce qui se passe en soi, on peut l'accueillir. Ce qui veut dire ne pas lutter contre. Ce qui veut dire ne pas chercher à modifier le comportement. Ça paraît encore une fois contre-intuitif, mais si je cherche à tout prix à modifier mon comportement, c'est le personnage, le contrôle, qui se dit « Tiens, j'ai jugé que ce comportement-là n'était pas le bon, il faut que j'en adopte un autre. » Mais en soi, on ne met pas de conscience dans ce comportement. Et bien sûr, il s'agit de ne pas culpabiliser ou de s'inférioriser parce que nous sommes tous, tout être vivant sur cette terre, confrontés à ces mêmes mécanismes. Et après avoir reconnu, après avoir accueilli, eh bien on amène de l'amour. Prenons un exemple. Je me rends compte que je suis dans le contrôle, que ça découle d'une histoire intérieure et que du coup cette histoire intérieure me fait croire que je suis blessée et j'adopte un schéma réactionnel en conséquence. Eh bien qu'est-ce que je fais? Je prends déjà conscience de tout ce qui s'est passé en moi. Ensuite, je l'accueille. Je ne cherche pas à me changer, je ne cherche pas à me juger. Je suis un parent bienveillant envers moi-même. Je m'accueille tel que je suis, y compris dans mes imperfections, parce que ça ne fait pas de moi un être moins spirituel. Au contraire, cela fait de moi un être qui expérimente la vie. Et c'est bien là le but de notre étincelle. Et ensuite, je m'amène de l'amour, je m'amène de l'écoute, je réponds à mon besoin.
je suis présent à moi-même. Et la guérison, la paix, ne passe que par l'amour. Ce travail intérieur de mise en lumière des mécanismes du personnage est pour moi indispensable. Il ne peut pas y avoir d'évolution spirituelle, de conscience sans ce travail, parce que c'est vraiment ce qui fait obstacle aujourd'hui à ce que la conscience du personnage retrouve le chemin de la conscience universelle. Donc tant que ce travail n'est pas fait, nous ne sommes pas encore sur le chemin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair dans ces mécanismes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir. Et si le voyage du personnage vers l'étincelle est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à découvrir mon livre « Il suffira d'une étincelle », qui est un conte spirituel qui raconte cette migration de conscience. Je vous laisse le lien dans la description et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.